Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple déjeuner dominical puisse me pousser vers une décision qui allait, silencieusement mais sûrement, redessiner le reste de ma vie. Je m'appelle Camille. J'ai un peu plus de 30 ans et, jusqu'à cet après-midi-là, je croyais encore que préserver la paix des ménages valait tous les sacrifices personnels. Nous étions à peine à la moitié du repas lorsque mon père a fini par lâcher ces mots, d'une voix calme et ferme, comme s'il avait répété cette phrase dans sa tête bien avant que nous ne passions à table. Tu présentes tes excuses à ta sœur, ou tu en assumes les conséquences financières. Il n'y a pas eu d'éclat de voix, pas de pause dramatique, juste une certitude glaciale. J'ai demandé ce qu'il entendait par en conséquence, même si je le savais déjà pertinemment. Il a répondu sans la moindre hésitation que je serais rayé de la fiducie familiale. Je l'ai regardé, attendant que quelqu'un intervienne pour adoucir ses propos, pour suggérer une autre option. Personne n'a bougé. J'ai senti cette pression familière, celle de devoir m'expliquer, de justifier ce qui s'était passé, de défendre ma version des faits. Au lieu de cela, j'ai prononcé 2 mots, très bien. Ils sont retombés plus lourdement que n'importe quel argument que j'aurais pu avancer. Mon père a hoché la tête, satisfait, convaincu que la situation était sous contrôle. Ce soir-là, j'ai emballé mes vêtements, mes papiers importants et le peu de choses qui m'appartenaient vraiment. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas annoncé ma décision et je n'ai pas attendu de permission. J'ai refermé la porte derrière moi sans un regard en arrière. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avant même que j'aie fini mon café. La voix de l'avocat de la famille résonnait, tranchante et essoufflée. « S'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez pas déclenché cette clause, » a-t-il dit. Parce que si vous l'avez fait, votre père n'a plus le contrôle. Si vous voulez comprendre comment 2 simples mots ont fait s'effondrer des années de pression silencieuse, prenez un moment pour vous abonner et partager vos pensées, car cette histoire ne se termine pas là où ma famille l'espérait. Avant que tout ne finisse par éclater, ma famille avait toujours fonctionné selon une structure qui semblait prévisible, ordonnée et silencieusement restrictive. J'ai grandi dans un foyer où le calme comptait plus que l'équité et où éviter le conflit était traité comme une responsabilité morale plutôt qu'un choix. Lorsque la tension apparaissait, elle était rapidement lissée, parfois si vite que le vrai problème n'était jamais abordé du tout. J'ai appris très tôt que pour garder les choses agréables, il fallait souvent que quelqu'un se taise, et ce quelqu'un, c'était généralement moi. Ma sœur, Juliette, était le centre autour duquel de nombreuses décisions gravitaient discrètement. Quand des erreurs se produisaient, des explications étaient fournies en son nom, souvent avant même qu'elle n'ait besoin de les demander. Si ces paroles causaient des frictions, elles étaient recadrées comme des malentendus ou des réactions au stress. J'ai remarqué à quel point l'inquiétude remplaçait rapidement la responsabilité et avec quelle facilité les conséquences s'adoucissaient dès que les émotions entraient dans la conversation. Personne n'appelait jamais cela de la protection, pourtant cela fonctionnait exactement ainsi. Mon père croyait profondément en l'harmonie, bien que sa version de l'harmonie dépendît de la soumission plutôt que de la résolution. Chaque fois qu'un désaccord faisait surface, sa réaction suivait un rythme familier. Il me demandait d'être patiente, d'être flexible, de voir le long terme pour le bien de tous. Il présentait le compromis comme une preuve de maturité, même si cela exigeait constamment que la même personne s'efface. Avec le temps, ces demandes ont cessé de sembler temporaires pour devenir permanentes. Ma mère soutenait les décisions de mon père avec constance, bien que rarement avec enthousiasme. Elle croyait en l'unité, en la nécessité de présenter un front stable et en la confiance que les choses finiraient par s'équilibrer. Quand je me tournais vers elle pour être rassurée, je recevais généralement de doux rappels sur la loyauté familiale et la vision à long terme. Elle ne rejetait pas mes sentiments d'emblée, mais elle ne remettait pas non plus en cause le système qui continuait de les provoquer. Le silence était devenu sa façon de maintenir la paix. L'argent et le soutien financier n'étaient jamais discutés comme des outils de contrôle, pourtant leur influence était toujours présente. L'aide venait avec des attentes qui n'étaient jamais écrites, mais toujours comprises. L'indépendance était louée en théorie, bien que découragée en pratique lorsqu'elle menaçait l'équilibre existant. Les choix qui s'alignaient avec les préférences familiales étaient accueillis avec approbation, tandis que ceux qui ne l'étaient pas étaient doucement remis en question jusqu'à ce qu'ils semblent irréalisables. Avec le temps, j'ai appris quel chemin menait au confort et lesquels menaient à la distance. Je me suis adaptée en devenant autonome d'une manière facile à ignorer.
J'ai appris à ne pas demander de validation, non pas parce que je n'en avais pas besoin, mais parce qu'elle arrivait rarement sans condition. Je gérais mes problèmes seul, résolvais mes désaccords intérieurement et mesurais mon succès en privé. Chaque fois que je restais silencieuse, le schéma se renforçait. Et chaque fois que je m'ajustais, l'attente devenait plus forte. Cette dynamique n'a pas explosé du jour au lendemain. Elle s'est installée lentement, renforcée par de petites décisions et des compromis répétés qui semblaient inoffensifs isolément. Je ne le voyais pas clairement tant que j'étais dedans, car cela avait toujours été là, façonnant mes réponses avant même que je réalise que j'avais le choix. Cet après-midi-là, toutes les limites de ma famille ont été officiellement franchies. Ce qui devait être un déjeuner normal a basculé au moment où la conversation a cessé d'être banale pour devenir ciblée. Ma sœur Juliette a annoncé qu'elle avait déjà décidé de mettre en vente l'une des propriétés familiales et que les papiers étaient en cours de préparation. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, aucune pause pour demander un avis, juste une déclaration livrée comme si le résultat avait déjà été convenu par tout le monde autour de la table. J'ai demandé quand cette décision avait été discutée, car je n'avais pris part à aucune conversation à ce sujet. Juliette a répondu qu'il était inutile de consulter tout le monde quand l'action était requise, surtout quand les délais causaient des complications. J'ai essayé de rester mesurée en expliquant pourquoi cette vente soulevait des inquiétudes qui ne pouvaient être balayées d'un revers de main. La propriété avait une valeur à long terme, des obligations non résolues et des implications fiscales qui affectaient plus d'une personne. J'ai demandé d'où venaient les chiffres et qui les avaient examinés, car la transparence comptait lorsque les décisions portaient des conséquences au-delà de la simple commodité. Juliette a rejeté ces questions presque immédiatement, disant que je réfléchissais trop à des détails qui ne faisaient que ralentir le progrès. Elle m'a accusé de créer des problèmes là où il n'y en avait pas, qualifiant mes objections d'un nouvel exemple d'interférence inutile. L'échange a rapidement escaladé une fois qu'elle est passée de la défense de sa décision à l'attaque de mes intentions. Juliette a dit que j'avais l'habitude de compliquer les choses simples, que j'avais toujours besoin de plus d'explications, de plus de discussions, de plus de temps. Elle prétendait que mon implication rendait tout plus difficile, surtout quand les décisions nécessitaient de la confiance plutôt que de l'hésitation. J'ai répondu que la responsabilité n'était pas la même chose que l'obstruction, et que foncer sans clarté créait souvent des dommages impossibles à réparer plus tard. Mes mots ont à peine atterri que mon père est intervenu. Il m'a coupé la parole au milieu de ma phrase, le ton ferme et sans appel. Il a dit que ce n'était pas le moment de débattre et que Juliette avait déjà géré la situation de manière appropriée. J'ai tenté d'expliquer que je ne remettais pas en cause l'autorité, mais seulement le processus. Mais il ne m'a pas laissé finir ma pensée. Il m'a dit que défier ma sœur devant tout le monde était inacceptable, que cela minait l'unité, et que mon refus de rentrer dans le rang devenait une habitude qu'il n'était plus disposé à tolérer. J'ai demandé pourquoi l'inquiétude était traitée comme de la défiance, surtout quand la décision affectait nos intérêts communs. Mon père n'a pas répondu à cette question. Au lieu de cela, il a recadré la situation comme une question de respect, insistant sur le fait que la loyauté au sein de la famille exigeait de la retenue. Il a dit que les désaccords devaient rester privés, que l'opposition publique créait la division, et que mon comportement l'obligeait à aborder un problème qu'il avait ignoré trop longtemps. La conversation a cessé de porter sur la propriété pour devenir une évaluation de mon rôle au sein de la famille. C'est à ce moment-là qu'il a posé l'ultimatum sans élever la voix. Tu présentes tes excuses à ta sœur ou tu seras retiré de la fiducie familiale. Les mots étaient clairs, délibérés et ne laissaient aucune place à l'interprétation. J'ai attendu une clarification, une version plus douce, que quelqu'un suggère une alternative, mais rien n'est venu. Juliette restait silencieuse, observant, l'expression stable et dans l'attente. Ma mère n'a pas interrompu, choisissant plutôt de baisser les yeux, comme si le moment passerait plus vite si elle ne s'y engageait pas. J'ai ressenti la pression familière de céder, de dire ce qui était requis pour rétablir le calme. L'attente était claire car elle avait été renforcée maintes fois auparavant, s'excuser, lisser les choses, passer à autre chose. Cette fois, le coup de la soumission était énoncé ouvertement plutôt qu'implicite, et cette honnêteté a changé quelque chose. J'ai réalisé que le problème n'était plus un désaccord ou un ton, mais un contrôle exercé sans questionnement. J'ai dit doucement, très bien. Les mots se sont posés sur la table avec plus de poids que n'importe quel argument que j'aurais pu faire.
Mon père a hoché la tête, satisfait que l'affaire soit résolue. Juliette s'est détendue, confiante que le résultat confirmait sa position. Le déjeuner a continué dans un silence tendu, bien que la décision ait déjà été prise. Rien d'autre n'a été discuté parce que rien d'autre ne comptait. Les lignes avaient été tracées clairement, et pour la première fois, je comprenais exactement où je me situais. Ce soir-là, la menace du déjeuner est devenue une action réelle. La maison semblait différente après notre retour, pas tendue de manière dramatique, mais figée, comme si une décision avait déjà été absorbée par les murs. Personne n'est revenu sur ce qui avait été dit à table. Il n'y a pas eu d'éclat de voix, pas de tentative de négociation, pas de signe d'hésitation. Mon père se déplaçait avec une certitude tranquille, passant des appels derrière des portes closes, envoyant des messages que je n'étais jamais censé voir. Je n'ai pas demandé ce qu'il faisait car l'objectif avait déjà été énoncé assez clairement plus tôt ce jour-là. À la tombée de la nuit, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une période de réflexion. Mon père avait pris des mesures juridiques concrètes pour m'exclure de la structure financière, agissant comme si l'autorité seule était une justification suffisante. Il n'y a eu aucune conversation de suivi, aucune explication offerte, et aucune opportunité de répondre. Il opérait sous l'hypothèse que son rôle lui donnait le droit d'agir d'abord et de clarifier plus tard, confiant que les conséquences pourraient toujours être gérées une fois la soumission rétablie. Ma mère n'est pas intervenue. Elle n'a pas contesté la rapidité de la décision ni questionné s'il était approprié d'avancer sans préavis. Elle est restée silencieuse, n'offrant ni accord ni résistance, ce qui en pratique a permis à tout de se dérouler comme prévu. Son silence pesait lourd car il confirmait que cela n'était pas traité comme un conflit émotionnel, mais comme une mesure corrective. L'absence de doute de son côté a rendu clair que la légalité n'était pas une préoccupation que quiconque se sentait obligé d'aborder. Cette réalisation s'est imposée lentement mais fermement. Ce n'était pas un conflit temporaire destiné à me ramener dans le rang par la pression. C'était une punition conçue pour renforcer la hiérarchie, pour démontrer ce qui arrivait quand les attentes n'étaient pas satisfaites. Le passage de l'argumentation à l'exécution était délibéré et il dépouillait la situation de toute ambiguïté restante. J'ai compris alors que la famille n'attendait pas de réconciliation. Ils avançaient comme si le résultat était déjà justifié. Je suis restée calme tout au long de la soirée, non pas parce que j'étais incertaine, mais parce qu'il n'y avait plus rien à expliquer. Toute tentative d'argumenter aurait été interprétée comme de la défiance, et toute tentative d'appel aurait été présentée comme de la faiblesse. Je reconnaissais trop bien le schéma pour tomber dedans à nouveau. Ce n'était pas un moment qui appelait à la persuasion, mais un moment qui exigeait de la clarté sur mes propres limites. Plus tard cette nuit-là, j'ai emballé mes affaires avec soin, me concentrant uniquement sur le nécessaire. Je ne me suis pas précipitée et je n'ai pas hésité. Chaque objet que je choisissais reflétait une décision de m'éloigner sans spectacle ni confrontation. J'ai évité les espaces communs, évité les conversations et évité l'impulsion de justifier mon choix. Partir silencieusement semblait plus honnête que de s'engager dans une discussion qui avait déjà été réglée sans moi. Il n'y a pas eu de dernière conversation avant que je ne sorte. Mon père n'a pas demandé où j'allais et ma mère ne m'a pas retenu. Leur absence de réaction a confirmé ce que j'avais déjà compris. À leurs yeux, la situation était résolue et ma présence n'était plus requise. J'ai fermé la porte derrière moi sans marquer le coup parce que je n'avais plus rien à prouver. Ce n'est qu'après mon départ que tout le poids de ce qui s'était passé est devenu clair. Le conflit avait franchi une ligne, passant d'un désaccord familial à une conséquence juridique. Ce qui avait commencé comme une pression à une table de déjeuner avait évolué en une action irréversible prise sous l'hypothèse d'un contrôle incontesté. La composante émotionnelle avait été retirée, remplacée par des décisions formelles qui porteraient des effets durables. Je n'ai pas ressenti de colère à ce moment-là. Ce que j'ai ressenti, c'était de la reconnaissance. Le système auquel j'avais passé des années à m'adapter avait finalement montré ses limites, et ces limites n'incluaient pas d'espace pour moi à moins que je ne me soumette complètement. Le calme de cette réalisation était plus lourd que n'importe quel argument car il confirmait que la relation avait basculé dans quelque chose qui ne pouvait être réparé par la seule conversation. À la fin de la nuit, la situation ne concernait plus les rôles familiaux ou les désaccords personnels. C'était devenu une question d'autorité exercée sans retenue et de conséquences qui se déploierait bien au-delà de cette soirée.
J'ai compris alors que, quoi qu'il arrive ensuite, cela ne se réglerait pas en privé parce que les choix faits avaient déjà poussé tout le monde sur un terrain différent. Le lendemain matin, un seul coup de fil a changé tout l'équilibre du pouvoir. J'étais à peine installé dans le calme d'une nouvelle matinée quand mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli l'ignorer, supposant que c'était une autre tentative pour me ramener dans une conversation que je ne voulais plus avoir. Au lieu de cela, j'ai répondu, non par espoir, mais par habitude. La voix à l'autre bout s'est présentée comme Maître Vasseur, l'avocat de mon grand-père, et il a parlé avec un niveau d'urgence qui le distinguait immédiatement de tous ceux qui m'avaient contacté récemment. Il m'a expliqué qu'il avait été alerté d'une activité concernant la fiducie familiale tard la veille au soir. Son ton était mesuré, professionnel, mais il n'y avait aucune tentative d'adoucir ce qu'il allait dire. Il m'a dit qu'il avait passé les premières heures de la matinée à examiner les documents originaux de la fiducie dans leur intégralité, y compris des amendements qui n'avaient pas été discutés ouvertement au sein de la famille. Selon lui, ce qui avait été tenté n'était pas un malentendu, ni une décision discrétionnaire. C'était une violation directe de l'autorité accordée aux personnes gérant la fiducie. C'était la première fois que quelqu'un prenait le temps de m'expliquer la structure en termes clairs. Maître Vasseur a souligné pourquoi mon grand-père l'avait créé, insistant sur le fait que son but n'était pas le contrôle ou le moyen de pression, mais la protection à long terme de bénéficiaires spécifiques. La structure était intentionnelle, conçue pour empêcher les décisions impulsives motivées par des conflits familiaux plutôt que par la responsabilité. Jusqu'à ce moment, je ne connaissais la fiducie que comme quelque chose dont on parlait vaguement, toujours présenté comme un privilège qui pouvait être retiré à tout moment. Il m'a ensuite guidé à travers la clause qui changeait tout. Le document stipulait explicitement que je ne pouvais être retiré en tant que bénéficiaire sous aucune circonstance, à moins que je ne soumette personnellement une demande écrite de retrait. Il n'y avait aucune exception, aucune échappatoire discrétionnaire, et aucune autorité accordée pour outrepasser cette condition. Le langage était précis, ne laissant aucune place à l'interprétation ou à la justification émotionnelle. Entendre cela expliqué si clairement m'a fait l'effet d'entrer dans une pièce où l'on avait enfin allumé la lumière. Maître Vasseur a été prudent avec ses mots lorsqu'il a parlé des actions de mon père. Il ne l'a pas accusé émotionnellement, ni n'a spéculé sur ses intentions. Au lieu de cela, il a énoncé les faits. En tentant de me retirer sans mon consentement, mon père avait violé les termes de la fiducie et excédé son autorité légale en tant que gestionnaire. Cette violation était suffisamment grave pour déclencher des conséquences sérieuses, y compris la perte potentielle de son rôle de supervision de la fiducie. En écoutant, il est devenu clair que ce qui s'était passé n'était plus un désaccord familial présenté comme de la discipline. C'était un abus de pouvoir juridique avec des preuves documentées. La fiducie n'était pas conçue pour récompenser l'obéissance ou punir la résistance. Elle était conçue pour survivre aux conflits personnels, et mon grand-père avait anticipé exactement ce genre d'abus lorsqu'il avait mis ses protections en place. J'ai demandé à Maître Vasseur ce que cela signifiait pour moi, m'attendant à des complications ou des conditions. Sa réponse a été calme et directe. Mon statut au sein de la fiducie restait inchangé. Aucun document déposé contre moi n'avait de valeur légale. Plus important encore, la tentative de modifier ma position avait créé un dossier qui ne pouvait pas simplement être effacé ou expliqué plus tard. La ligne avait été franchie et on ne pouvait plus revenir en arrière. Lorsque l'appel s'est terminé, je ne me suis pas senti soulagé comme les gens l'imaginent souvent. Ce que j'ai ressenti, c'était de la clarté. La famille n'avait pas juste essayé de me mettre la pression émotionnellement. Ils avaient agi sur l'hypothèse que le pouvoir excusait la légalité. Cette hypothèse était fausse. Les conséquences n'étaient plus hypothétiques. Et pour la première fois, j'ai compris que le système que mon grand-père avait bâti n'était pas fragile. Il était ferme, délibéré, et désormais pleinement visible pour moi. Je suis restée assise avec cette réalisation, sachant que rien ne reviendrait à ce qu'il était avant. La vérité sur la fiducie avait changé plus que ma compréhension de l'argent ou des documents. Elle confirmait que la limite franchie était réelle, mesurable, et n'était plus quelque chose qui pouvait être écarté comme une affaire de famille privée. Une semaine plus tard, le ton au sein de ma famille avait complètement changé. Le premier message est venu de papa. Il était bref, prudent et notablement plus doux que tout ce qu'il avait dit auparavant.
Il ne m'accusait de rien, et ne répétait pas les mots qu'il avait utilisés à table. Au lieu de cela, il demandait comment j'allais et suggérait que nous parlions bientôt, présentant cela comme de l'inquiétude plutôt que de l'autorité. Le changement était subtil mais indéniable. Pour la première fois, il choisissait ses mots avec soin, comme si chaque phrase portait un poids qu'il ne pouvait plus contrôler. Maman a suivi peu après, bien que son approche fût différente. Elle ne m'a pas interrogé sur mes sentiments ni essayé de se reconnecter émotionnellement. Son attention était pratique, presque anxieuse. Elle mentionnait des délais administratifs et une incertitude sur ce qui pourrait arriver ensuite. Il était clair qu'elle ne pensait plus en termes de discipline familiale, mais en termes d'exposition et de risque. La confiance qu'elle avait autrefois dans la décision de papa semblait remplacée par un malaise, et elle posait des questions sans attendre de réponses claires. Juliette m'a contacté plus tard ce jour-là. Quand elle a parlé, la certitude qu'elle avait montrée au déjeuner avait disparu. Elle ne défendait plus sa décision, ni n'insistait sur le fait qu'elle avait eu raison. Au lieu de cela, elle tournait autour du pot, reconnaissant que les choses avaient escaladé plus vite que prévu. Elle a admis que la vente de la propriété avait créé des complications qu'elle n'avait pas anticipées, et que la situation semblait maintenant instable d'une manière qu'elle ne pouvait pas réparer seule. Entendre de l'hésitation dans sa voix était nouveau, et cela révélait plus que n'importe quelles excuses ne l'auraient fait. Au cours des jours suivants, la famille a tenté de réinitialiser le récit sans aborder ce qui s'était réellement passé. Des suggestions ont été faites pour se rencontrer en privé, garder les choses informelles et éviter l'implication d'extérieurs. Le langage s'orientait vers le compromis, même si personne ne reconnaissait ouvertement la violation qui avait causé la panique. Il parlait comme si le temps lui-même pouvait défaire les conséquences pourvu que tout le monde accepte de baisser la voix et d'arrêter d'avancer. J'ai écouté tout cela sans répondre directement. Je n'ai pas accepté de les rencontrer ni rejeter leurs offres d'emblée. Le silence est devenu ma seule réponse, non comme une stratégie, mais comme une limite. Je n'étais plus disposée à négocier. Chaque message sans réponse semblait augmenter leur urgence. Les relances arrivaient plus vite, formulées plus doucement, enrobées de l'assurance que personne ne voulait plus de conflit. Ce qu'ils ne semblaient pas comprendre, c'est que l'absence de ma réponse n'était ni de la confusion ni de l'hésitation. C'était de la clarté. Pendant des années, on avait attendu de moi que je réagisse vite, que je m'explique, que j'apaise les choses avant que l'inconfort ne se propage trop loin. Cette fois, j'ai choisi l'immobilité. Cette immobilité a entièrement déplacé la pression, les forçant à s'asseoir avec les conséquences de leurs propres décisions. À mesure que la semaine avançait, le déséquilibre devenait évident. Plus ils essayaient de reprendre le contrôle par la conversation, plus ils se sentaient exposés. Sans confrontation, sans éclat de voix, la dynamique s'était inversée. Ils m'attendaient, ajustant leur ton, mesurant leurs mots et reconsidérant des choix qu'ils avaient crus définitifs. À la fin de la semaine, rien n'avait été résolu. Aucun accord n'avait été atteint. Aucune entente restaurée. Pourtant, le changement était indéniable. L'autorité qu'ils assumaient autrefois avait disparu, remplacée par une incertitude qu'ils ne pouvaient pas gérer. Mon silence n'a pas réparé la famille, mais il a révélé la peur sous la confiance sur laquelle ils s'étaient reposés si longtemps. Quelques semaines plus tard, le conflit n'était plus contenu au sein de la famille. Ce qui avait été présenté comme un désaccord privé existait maintenant dans des dossiers écrits, des avis officiels et un langage juridique qui supprimait toute ambiguïté restante sur ce qui se passait. J'ai appris que la clause de protection intégrée à la fiducie avait été formellement activée, non par l'émotion ou la persuasion, mais par la procédure. Le mécanisme existait précisément pour les situations où l'autorité était exercée au-delà de ses limites, et ce mécanisme ne nécessitait pas mon consentement pour avancer. Papa a été officiellement déchu de son rôle de fiduciaire après qu'un examen interne a confirmé qu'il avait agi hors du champ de son autorité. La décision n'a pas été présentée comme une punition mais comme une application des règles. Le langage était froid et précis, décrivant des violations du devoir fiduciaire et des actions non autorisées qui contredisaient directement le document constitutif. Pour la première fois, les dynamiques de pouvoir qui avaient façonné ma famille pendant des années étaient sans importance. Ce qui comptait était ce qui avait été signé, enregistré et juridiquement contraignant. J'ai été nommé fiduciaire successeur selon les termes originaux.
La nomination n'était pas symbolique, ni optionnelle. Le document stipulait clairement que si le fiduciaire en exercice enfreignait des conditions spécifiques, le contrôle passerait automatiquement au remplaçant désigné. Lire cette section m'a semblé irréel car cela recadrait entièrement mon rôle. Je n'étais plus la personne censée accommoder ou absorber les décisions prises par d'autres. J'étais maintenant responsable de m'assurer que la fiducie soit administrée exactement comme prévu. Mes parents ont réagi rapidement en intentant un procès pour contester le changement. Leur plainte soutenait que j'avais manipulé le système juridique pour prendre le contrôle et que mes actions constituaient un abus de protection légale. Le dossier ne niait pas que papa avait pris des mesures pour me retirer, mais il tentait de recadrer ses actions comme des réponses justifiées au conflit plutôt que comme des violations de devoir. La plainte reposait lourdement sur l'intention et l'interprétation, suggérant que l'autorité au sein de la famille devait l'emporter sur le respect strict de la structure légale. De mon point de vue, l'argument passait complètement à côté du sujet. La fiducie n'était pas un accord familial bâti sur la préférence ou la hiérarchie. C'était un instrument juridique créé pour empêcher exactement ce type de contrôle unilatéral. Les protections n'avaient pas été activées par mes émotions ou mes réactions, mais par des actions documentées qui avaient franchi des limites définies. Je n'avais pas initié le processus par représailles. J'en faisais partie parce que la structure exigeait continuité et responsabilité. L'affaire est entrée en procédure judiciaire formelle peu après. Des audiences ont été programmées, des dossiers échangés et des échéances établies. Tout avançait à un rythme qui semblait à la fois lent et implacable. Chaque étape renforçait le fait que ce n'était plus une question de réconciliation ou d'excuse. Il s'agissait d'interprétation de la loi, de respect des normes fiduciaires et de responsabilité en vertu d'accords contraignants. Tout au long du processus, j'ai maintenu une distance délibérée. Je n'ai pas cherché à les contacter, à m'expliquer ou à justifier ma position émotionnellement. Mon rôle exigeait de la clarté plutôt que de la persuasion. Le silence n'était pas de l'évitement. C'était un alignement avec la réalité que le litige avait basculé dans un domaine où les sentiments n'avaient aucune autorité. Après l'audience au tribunal, personne dans ma famille n'a pu conserver la position qu'il croyait autrefois permanente. Le verdict n'est pas tombé avec du drame ou des éclats de voix. Pourtant, son impact était sans équivoque. Le tribunal a confirmé la décision de retirer papa de son rôle de fiduciaire, confirmant que ses actions avaient violé les termes qu'il était obligé de suivre. Il n'y avait aucune ambiguïté dans le jugement, aucune place pour une interprétation façonnée par la hiérarchie familiale ou l'intention. Le document parlait clairement et la loi a répondu en conséquence. Papa ne m'a pas parlé après l'annonce du jugement. Il n'y a eu aucune excuse, aucune tentative d'expliquer ses choix, seulement un retrait visible qui portait plus de poids que la confrontation ne l'aurait jamais pu. L'autorité sur laquelle il s'était reposé pendant des années avait disparu, remplacée par une réalité juridique qu'il ne pouvait plus influencer. Maman est restée silencieuse également. Sa confiance d'autrefois remplacée par une distance prudente qui suggérait qu'elle comprenait à quel point le résultat était vraiment définitif. Quelle que soit l'unité qu'il croyait contrôler autrefois, elle n'existait plus sous aucune forme significative. Juliette a perdu plus qu'elle ne l'espérait. Sans la protection qu'elle avait toujours supposée intacte, son influence s'est rapidement estompée. Les décisions qu'elle prenait autrefois sans questionnement étaient maintenant sujettes à examen. Et les privilèges qu'elle avait tenus pour acquis ont disparu discrètement. Personne n'a annoncé ce changement à voix haute. Pourtant, c'était évident dans la façon dont les conversations s'arrêtaient, y compris pour elle, dans la façon dont la certitude quittait sa voix. Le filet de sécurité qui l'avait entouré si longtemps n'était plus là pour adoucir les conséquences. La famille elle-même s'est fracturée d'une manière qui ne pouvait être réparée. La confiance, une fois érodée, n'est pas revenue après le verdict. Il n'y a pas eu de rassemblement pour rétablir la normalité, pas d'effort partagé pour reconstruire ce qui s'était brisé. Chaque personne s'est retirée dans sa propre version de l'histoire, incapable de la réconcilier avec la vérité documentée présentée au tribunal. Ce qui restait n'était pas de la colère, mais une distance qui semblait délibérée et permanente. J'ai conservé le contrôle de la fiducie exactement comme la structure légale l'exigeait. Pourtant, détenir cette autorité ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à une responsabilité acceptée avec clarté plutôt qu'avec célébration.
J'ai choisi de couper le contact avec ma famille, non par représailles mais comme une limite nécessaire. Poursuivre des relations bâties sur le déni aurait compromis tout ce que le processus avait clarifié. S'éloigner était le seul moyen de s'assurer que le cycle ne se répète pas sous un prétexte différent. Le compromis à long terme ne crée pas la paix lorsque l'équité est constamment niée. Il enseigne seulement à ceux qui sont au pouvoir que le déséquilibre ne porte aucune conséquence. La loi existe pour protéger les individus qui manquent d'autorité au sein de leur propre famille, surtout lorsque la loyauté est utilisée comme levier. Les limites ne comptent que lorsqu'elles sont appliquées par une action délibérée plutôt que par une endurance silencieuse.